Bonjour à tous et bienvenue sur Spotlight, notre émission annuelle, ça dépend, 2 fois par an généralement. Aujourd'hui, on est avec un invité assez incroyable qui fait que gagner, c'est un grand champion. On est avec Sofiane Kati du coup. Enchanté, bonjour à tous. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Pour toutes les personnes de Nevers, on te connaît évidemment, mais pour toutes les personnes qui vont nous regarder en dehors de Nevers, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement? Ok. Alors très rapidement, moi c'est Sofiane Kati, j'ai 32 ans, je suis quadruple champion de France et maintenant j'ai une nouvelle ceinture qui est la WBA intercontinentale, qui est bien plus au-dessus de celle des ceintures françaises. C'est la meilleure du coup. C'est pas la meilleure pour que toi. j'ai, oui, Ouais. c'est la meilleure que j'ai. Ok. Tu as annoncé avec ton équipe que tu allais plus du tout être avec Ouais. Tarek, ton coach. Tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Alors, vous en dire plus. Ça fait déjà un moment que je réfléchis à prendre une autre team. Ça s'est pas fait parce que j'avais pas trop le luxe de choisir, puisque avant ça, voilà, en gros, si tu changes de team, tu peux te mettre un peu l'équipe ancienne à dos. Ouais. Et j'avais pas trop besoin de ça à ce moment-là, puisque j'avais besoin encore à l'accès aux salles, j'avais besoin vraiment à un bon mood autour de moi pour le moment. Là, j'ai pu me permettre à quitter parce que, voilà, même si je sais qu'il y a du conflit ou quoi que ce soit, ça m'inquiète pas. Je sais que derrière, il y a des équipes solides qui sont prêtes à m'accueillir. D'ailleurs, j'ai pas le choix d'aller voir des équipes solides derrière pour aller chercher plus loin, ne serait-ce que garder sur la même, sur le même fil. Même pour rester sur le même stade, il me faudrait une équipe vraiment bien plus performante, plus professionnelle. Et tu as trouvé ce... J'ai trouvé, mais je suis Parce encore. que j'ai vu que tu étais en agence et que tu as réussi à... Ouais, à mais ça rentrer en agence. vraiment Mais rien à voir. voir. Ça, c'est vraiment l'aspect management. Ah oui. Ça va aller te chercher des sponsors, ça te book sur certains Oui, ça va pas te chercher une événements, team, quoi. mais ça va pas aller te chercher, Ah oui, ok. des gros titres. Ça, c'est clair. Ok. Il faut vraiment une équipe professionnelle. Donc pour la suite, du coup, tu es plutôt en observation sur d'autres... Pour l'instant, oui, mais ça va se faire très vite. Là, ça va signer dans très peu de temps. Ah, c'est bien. Et je suis vraiment encore en train de prendre mon temps pour vraiment choisir le pas refaire les mêmes erreurs et choisir vraiment celui qui va vraiment s'occuper de moi, qui pense pas à l'oseille, qui pense pas, voilà, qui pense vraiment à me peaufiner, à me faire grandir. Donc, ok. voilà. Bah, du coup, on va enchaîner sur la question. Tu as parlé d'argent, évidemment. Est-ce que tu arrives à en vivre? Ça dépend. Quand mes années sont pleines comme cette année, alors il n'y a aucun problème. Mais pour un boxeur de faire 6 combats par an, c'est très dur. Par exemple, là, pour 2024, tu as réussi à en vivre correctement? 2024, on va dire que j'ai bien vécu 2024. Ouais, quand même. J'ai bien vécu. Après, oui, j'en ai bien vécu cette année, mais derrière, il y a énormément de frais. Oui, quand même, j'imagine. Ouais, Par exemple, les déplacements à Manchester, c'est non, ta tout ça, team, c'est non? frais payé. Ah, c'est quand même... Tout est frais payé. ok. Il n'y a rien qui est touché. On ne touche pas notre bourse au niveau de ça. Tout est frais payé par les organisations, l'organisateur. Du coup, comment ça se passe exactement un combat? Enfin, en amont, le combat et après, comment ça se passe? Alors avant, on t'appelle, on te propose un combat. C'est qui t'appelle exactement? Ça peut être une multitude de personnes. Ça peut être des promoteurs, ça peut être des entraîneurs, ça peut être les boxeurs eux-mêmes qui cherchent. Mais généralement, ouais, ça reste un manager qui te contacte, qui te propose des combats. Il va te proposer un combat, on a besoin de toi pour tel combat, on aimerait te faire boxer. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Les critères qui vont te faire que tu vas dire oui ou non, ça va être la bourse, combien c'est payé, combien de rounds, l'adversaire en face, s'il est très dur, si c'est compliqué, si c'est moins compliqué. L'endroit, parce que ça peut être très très loin. On m'a proposé des combats au Canada, aux États-Unis, où j'ai été un peu réticent parce que je suis pas fan de l'avion. Donc juste pour ça, je peux refuser. Le choix de l'adversaire, encore une fois, ça peut être des adversaires qui cognent très très dur. Ouais. Donc voilà, l'opportunité à la clé, est-ce qu'il y a une ceinture ou pas? Mais tu as quand même l'occasion de négocier des choses. Par exemple, tu parles de rounds, mais par exemple, si lui t'en propose 5, toi tu peux dire je suis d'accord, mais plutôt pour 3. Non, tu peux pas. Non, nous en professionnel, déjà à mon niveau, on n'est plus en dessous des 8 ou 10 rounds. Voilà. D'accord, ok. J'ai commencé en professionnel à base de 4 rounds, derrière ça passe à 6 rounds, arriver à un certain niveau, c'est 8. Et derrière, on fait que des 10 et des 8. Là, à mon niveau, je passerai, je pense, ne jamais faire en dessous d'un 8 rounds, je pense. Ouais. Donc, ce sera minimum 8, 10 ou 12. Et ça se négocie quand même ou... Ouais, bien sûr. Le seul truc qui se négocie, ça va pas être le nombre de rounds, ça va être la bourse. Ouais.
Ça va être combien de personnes tu peux emmener avec toi. Ça va être des petits détails qui vont se négocier. Par contre, le reste, c'est innégociable parce que l'organisateur vient te chercher toi. Parce que généralement, tu es censé être un boxeur que si on vient chercher, tu vas sauter sur l'occasion avec grand plaisir. On te propose des occasions comme ça. Généralement, les boxeurs comme moi, ils sautent sur l'occasion. Maintenant, je peux me la péter un peu plus. Et là, je suis un peu plus sélectif. Mais autrement, ouais, tu sautes sur l'occasion. Bien sûr, il faut que ça soit bien payé. Si c'est pas bien payé, c'est clair et net que on n'ira pas au combat. Et du coup, une fois que tu acceptes, comment ça se passe après? Alors, une fois que tu acceptes, on t'envoie des contrats avec tout ce qu'il y a à savoir. On signe le contrat. Et encore une fois, tout ce qui est billets d'avion, hôtel, bouffe, de A à Z est totalement payé par l'organisation et l'organisateur. Dans tous les combats de boxe anglaise, c'est obligatoire. Et du coup, une fois que le contrat est signé, on t'envoie tous les papiers, on te boucle, on arrive et voilà quoi, on prend l'avion, on arrive sur place. Derrière, généralement, tu as 3-4 jours avant le combat où tu auras une partie interview, une partie pesée, face-to-face, présentation avec le boxeur, et derrière, tu es tranquille jusqu'au combat. C'est-à-dire, c'est la veille, donc tu as 24 heures de tranquille, et derrière, tu montes sur le ring, tu boxes, tu gagnes ou tu perds, tu prends ta bourse et tu rentres chez toi. Ok. Mais entre l'arrivée de ton contrat et ton combat, ça te laisse généralement combien de temps d'entraînement? Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? C'est que de la préparation? Pour moi, personnellement, entre le contrat et le combat, généralement, il y a très peu de temps. Parce que c'est très rare qu'on nous prévienne longtemps en avance. Donc, c'est maximum 1 mois. Ah oui, quand même. On va avoir 1 mois maximum. C'est très court, le délai. Ouais, c'est très, très court. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que professionnels, on doit être censé être vraiment prêt toute l'année. Tu dois être vraiment prêt pour qu'on t'appelle. Allô, oui, j'accepte. Demain, je peux boxer. Parce qu'il y a des combats d'urgence où il y a des gros combats de prévus. Quand je parle de gros combats, c'est vraiment des très gros combats qui sont télévisés un peu dans le monde entier. Où il y a des moments, il y a un adversaire dans les deux qui peut se blesser, qui peut ne pas répondre présent au dernier moment. Et au dernier moment-là, s'il t'appelle, il faut que tu sois prêt parce que généralement ces combats-là qui coûtent vraiment très 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 cher. Donc voilà, si on t'appelle au dernier moment, c'est vraiment une bourse incroyable. Mais il faut que tu sois prêt. Ouais, d'où le fait que du coup tu t'entraînes quasiment tout le temps. Toute l'année, ouais. Même les périodes où on n'a aucun objectif, tu te dois d'être prêt, d'être entraîné, voilà. Par exemple, je reviens sur Manchester, mais on va en discuter aussi pour le reste. Mais est-ce que c'était un adversaire que tu as redouté un peu ou pas du tout? Bien sûr, comme pas mal d'adversaires. C'est pas que je l'ai redouté, c'est que voilà, je me suis dit c'est un gars quand même, c'est une star locale chez lui. Il est dans la meilleure organisation du monde. Et cette organisation-là, avant qu'elle te mette sur un piédestal, attention, c'est que tu as fait tes preuves derrière. Sinon, c'est pas possible. Donc ouais, le mec est connu dans le monde. C'est un mec qui était bien plus grand que moi, bien plus épais que moi. Donc ouais, ça porte à réfléchir. Après, derrière, moi, je sais que j'ai rien à perdre. Je suis arrivé avec une faim, une dalle incroyable. Ouais, on a vu ça. Ouais, j'avais vraiment... Terrific right hand at the start of the round that really started the ball rolling, and Heaney probably didn't recover from it completely. So they both connect with shots. You see, Nathan Heaney actually caught Cutty with a good shot, but he comes off worse because Cutty lands a good shot himself, and then the ball starts rolling here, and the way he goes over there. You see, it's a terrific attack from Sofian Cutty. Cutty actually caught him with some big shots towards the end of the contest there, and I think it was the right call from the referee to stop it. The winner by way of technical knockout, and now the WBA Continental Middleweight Champion, Sofian Cutty. Et toute la négativité que j'emmagasine dans l'année, dans la semaine d'avant, les 2-3 derniers mois, ça fait que ça me rend fort sur le ring et je lâche tout et derrière c'est passé, donc que du bonheur. T'étais heureux de cette victoire? Ouais. Ça se voit dans très content parce que c'est des sacrifices. Ton sourire, tes yeux quand on l'a vu parce que c'est passé sur DAZN. Ouais, sur DAZN, TNT Sport aussi. Ouais, c'était, quand on a vu la joie dans ton regard, ça se voyait que tu voulais cette victoire. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que. Mais j'imagine que cette victoire va t'apporter beaucoup plus que
tu as eu déjà jusqu'à maintenant, non? Oui, normalement. Vu le palmarès de la personne que je l'espère, mais oui, normalement, cette victoire va m'apporter beaucoup plus. Elle m'a déjà apporté énormément, comparé à tout ce que j'ai eu. Elle m'a apporté déjà énormément, en sachant que je n'ai pas eu encore de proposition de combat. Et je sais qu'elle m'apportera énormément. Tu as rien là pour l'instant actuellement? Pour l'instant, j'ai rien. J'ai un contrat avec eux qui fait que je suis obligé de assumer un combat avec eux. Ils doivent me promouvoir le prochain combat, c'est obligatoire. Donc ils doivent avoir. quand même à Ouais, combattre. là c'était sur le contrat. Ils ont l'exclusivité sur mon prochain combat. Tu parles de l'organisation qui t'a démarché, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Ah oui. C'est ça. Queensberry s'appelle. Ok. Bon, je connais. Quand on fait un peu des recherches, on voit vite que c'est quelque chose de très très grand. D'accord, ok. On va aller sur un truc un petit peu plus historique. Tu as 5 ceintures, pardon, excuse-moi, 5 victoires. Non, t'en es bien loin, t'en es encore plus. T'as 18. 18 victoires, c'est ça. Pour 5 défaites, du coup? Pour 5 défaites, ouais. Raconte-nous l'histoire de chaque ceinture. Parce qu'on la connaît, ça a été diffusé un petit peu partout sur la dernière ceinture, à Manchester. Ouais. Mais raconte-nous les autres victoires, les autres ceintures, les autres... La première, on va parler de la première ceinture française que je valide et que je prends. C'est celle que je fais ici à Nevers, à la Maison des Sports, contre un mec qui s'appelle Gaston Duet. C'est un gars que j'avais déjà boxé il y a quelques années. Okay. On s'est bien donné pendant 6 rounds. J'avais gagné ce combat, mais le fait qu'il y ait cette revanche, j'étais un peu plus, sur mes gardes, parce que je savais qu'il avait vraiment, il voulait récupérer cette victoire. Généralement, quand tu gagnes un boxeur, quand tu le reboxes, c'est pas le même boxeur. Donc il arrive vraiment énervé. Il veut repartir avec cette victoire. Donc un peu inquiet, je me posais un peu de questions. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ce combat chez moi, première ceinture de France. Mais encore une fois, j'ai été bien entraîné. Encore une fois, la négativité des dernières semaines, je m'en suis servi pour exceller sur le ring. Et donc, je boxe comme je sais le faire. Et arrivé au 6e round, il tombe KO avec une blessure énorme à l'œil. Et du coup, je remporte ma première victoire, ma première ceinture française à la maison en plus. Donc, c'était pas mal. Ça a dû te rendre heureux? Ouais, c'était incroyable. Ouais. Et l'histoire de la deuxième, du coup? La deuxième, Loris Barberio, il s'appelle. C'était chez lui, du coup. Il lance ses enchères. C'était chez lui à... J'ai perdu Mulhouse. Okay. J'avais perdu le nom de la ville. À Mulhouse, du coup, chez lui, pareil, on m'envoie des messages de partout quelques semaines avant. Attention, t'es mort. Le mec est très bouillant, très chaud. Tu vas pas faire 3 rounds. Il s'avise qu'au 4e round, c'est lui qui tombe. Non, pas 4e, je crois, 6e. Par KO. 6e round, ouais, par KO. Ouais. 6e, il tombe. Donc, encore une fois, 2e ceinture validée. Donc là, je monte en confiance. J'ai plus grand chose qui me fait peur. C'est quand exactement où tu t'es dit, OK, là, je deviens professionnel? À la 3e. Ah, dès la 3e. Ouais, okay. Parce que la 3e, c'était un client que je connais très très bien, avec qui je me suis entraîné il y a très longtemps quand j'étais amateur, dans une très grosse salle à Paris, l'une des meilleures salles de France d'ailleurs. Un mec qui était en équipe de France, qui a fait l'INSEP. Ouais. Donc c'est pas rien. Quelqu'un de connu. Son père était champion d'Europe aussi, Europe EBU, plusieurs fois. Il a plusieurs ceintures européennes, plusieurs ceintures de France. Son père, bien sûr. Et son père est une vraie machine de guerre, actuellement encore. Donc c'est un mec qui est surentraîné. Il a surentraîné son fils, donc bien plus inquiet que les 2 autres ceintures, que les 2 autres adversaires que je rencontre. C'est le Tyson qu'on a, nous, c'est ça? Comment? C'est un peu notre Tyson à nous, c'est ça? Ouais, c'est pas non. Non, il y a d'autres Tyson encore. Il y a des mecs un peu plus chauds que lui, mais quand même, c'est un mec. Non, je veux dire pour son âge. Pour son âge? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il était pas mal. Ouais. Il est très bon. Et très grand. 1m96, je crois, 98. 96, je crois. Et cette 3e ceinture, elle se passe à la garde républicaine. Okay. Donc face à tout l'état-major, pas mal de célébrités aussi. Il y avait Jonathan Cohen, il y avait Cyril Hanouna, il y avait Camille Combal. Ah oui, il y avait du beau monde. Donc je boxe devant du beau monde, je suis en main event. Donc ça aussi, ça... Le stress, j'imagine aussi. Oui, un petit peu de stress quand même. Un peu de trac, un peu de stress. Et du coup, je boxe ce gars-là, qui je sais ne va pas tomber KO aussi facilement que les autres. Donc on se boxe et ça va jusqu'au bout, on fait les 10 rounds. Et c'est Brahim Asloum qui commente mon combat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Brahim Asloum, c'est champion olympique, champion du monde. J'ai entendu de loin. Ouais. Et du coup, c'est lui qui commente le combat, donc encore une autre pression en plus.
Et du coup, ça se passe bien. Je gagne le combat au point. Au bout des 10 rounds, là, vraiment, c'est ma troisième, vraiment, pour moi, c'est celle que je confirme vraiment. C'est vraiment une troisième ceinture que je confirme face à un très gros adversaire pour moi, qui s'est entraîné avec un très, très gros champion qui s'appelle Michel Soro, qui a fait toute sa préparation avec. Donc, pas mal bouillant. Donc voilà, j'étais très content de moi. Quatrième ceinture, c'était ici chez moi contre Noël Lafargue. Donc ce mec-là a boxé le petit-fils de Mohamed Ali à Kinshasa pour un combat pour une commémoration du combat de son grand-père Mohamed Ali face à l'époque, je sais plus, je pourrais plus te dire le nom, je dirais une bêtise. Mais c'était un très gros combat aussi. Donc je regarde le combat sur YouTube entre lui et le petit-fils à Mohamed Ali qui s'appelle Nicolas Ali. Et je vois que mon adversaire, là, il lui a fait du mal, tu vois, au petit-fils à Mohamed Ali, il lui a fait du mal, vraiment, pendant 6-7 rounds de violence, je vois qu'il est limite au-dessus. Donc je me dis, ça va être dur. Le mec, il a du cœur, il est costaud. Donc je m'entraîne très dur, je fais des préparations d'altitude. Je suis parti à Courchevel. Je suis parti m'entraîner à plus de 2300 mètres d'altitude. Ouais, donc c'est là où tu t'es donné vraiment... Ouais, là, je me suis vraiment bien donné. Je me suis dit, ça va être costaud. Donc, je me suis dit, je me donne les moyens de faire ce qu'il y a à faire. Et je boxe ce gars-là, du coup, pour ma 4e ceinture chez moi. Donc, il me met des coups. Je t'assure qu'il n'y a pas un coup qui m'a... J'ai l'impression que chaque coup qu'il me mettait, c'était un papillon qui se posait sur mon visage. Ah ouais? Je ne sentais absolument rien. Est-ce que c'est l'altitude? Est-ce que c'est la confiance? Je ne sais pas. En tout cas, je suis revenu vraiment au top. Niveau préparation, j'étais vraiment au top. Mental, physique, j'étais vraiment, vraiment au top. Donc voilà, il fait 4 rounds. Je laisse boxer un peu pendant 4 rounds parce que c'est toujours ma technique. Moi, les 3 premiers rounds, je laisse toujours l'adversaire un peu se lâcher, voir si son impact, un peu jauger l'adversaire. Donc je l'ai laissé les 3 premiers rounds comme à mon habitude. Et 4e round, j'ai pas accéléré, mais juste mis un peu plus de rythme. Et ça n'a pas suivi. Il est tombé au 4e et très content, très heureux. Donc voilà. C'est la victoire où tu es le plus fier, tu dirais? Non. La victoire où je suis le plus fier, c'est celle, si on compte bien sûr, on ne compte pas celle de Manchester. Ouais. Ça va être celle contre Kenny Close. Kenny Close, à la garde républicaine. C'était ma 3e ceinture. Oui, la 3e ceinture, ouais. Parce que, encore une fois, c'était quelqu'un, voilà, tout le monde me voyait perdre contre lui. Et beaucoup de monde espérait le voir gagner contre moi. Donc, très content de l'avoir battu. Est-ce qu'il y a un trash talk qui t'a marqué? Nous, en France, on n'est pas trop de trash talk. On n'est pas du tout ça. Il n'y a pas trop en boxe? Non, en France, le public français n'aime pas ça. Ouais. Tu me diras, si je vais boxer à l'étranger comme en Angleterre, si je garde on va dire mon côté gentil, mon côté bon boxeur, bon fair play, en Angleterre, on ne va pas m'aimer pour ça. Il faut du trash talk pour que en Angleterre, je puisse, on va dire, conquérir le public. Donc voilà, c'est 2 publics différents. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Et 2 publics qui s'abordent totalement. Parce que pourtant, on l'a vu, par exemple, c'est pas la même catégorie, mais par exemple, tu sais, comment il s'appelle? Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, voilà. C'est le champion du monde. Il a essayé de faire. C'est vrai. Ça a très bien marché. Ça a très bien fonctionné. Très bien marché parce que c'est une autre discipline. C'est du MMA. Ouais. Là, on est en boxe anglaise. Boxe anglaise, c'est un public beaucoup plus âgé que le public du MMA qui est beaucoup plus jeune. Ouais. Donc ce public-là du MMA, c'est ce qu'ils aiment. Ouais, du coup, ça t'a jamais intéressé de faire un petit peu de trash? Pas trop. Ouais. Surtout quand je vois que le boxeur en face, c'est un peu gentleman, gentil, je déteste aller chercher, on va dire, les pics et tout ça. Non, c'est pas mon truc. Par contre, si je vois qu'en face, ça fait un peu les gros bras, ça gonfle le torse, alors là, je vais me faire un malin plaisir à rentrer dans son jeu. Et c'est déjà arrivé une fois contre un mec qui s'appelle Frank Zimmer. On s'est titillé pas mal. Ah oui, j'ai vu une affiche là-bas. Ouais, on s'est pas mal titillé, on s'est un peu crié dessus le jour de mon 2e combat contre lui. Donc ouais, c'est pas mal. Ok. J'ai vu, et beaucoup de monde sur Nevers aussi l'ont vu, mais tu as ouvert une entreprise, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, de coaching. C'est ça. Voilà, Sofiane Cattier coach, je crois. C'est ça, Sofiane Cattier coaching. Ouais. Parle-nous-en un petit peu. J'ai pour projet derrière de me faire une salle de boxe, faire sur mon Nevers? club sur Nevers. Okay. Sur Nevers. J'espère que je vais pouvoir, si mes projets fonctionnent bien, l'expandre plus que Nevers, aller chercher d'autres villes. D'ailleurs, la base de cette salle que je veux faire à Nevers est déjà existante.
Elle existe à Paris, 16e, dans le 16e arrondissement. Une salle qui s'appelle Sweet Boxing. Ok. Donc ça va être, on va essayer d'en faire pas une chaîne, mais limite une chaîne et d'essayer de la développer et de faire le même prototype ici à Nevers. Avec un ami à moi qui m'aide beaucoup. Moi, je citerai pas son nom ce soir, mais son nom ressortira sûrement plus tard. Et donc voilà, c'est un de mes projets qui, pour l'instant, n'avance pas beaucoup parce que je suis plus focus sur ma carrière, sur mes combats. Oui. Et je peux pas trop me jeter un peu à gauche, à droite. Donc voilà, c'est un projet en suspens, en création actuellement. Je crée tout doucement. La salle est en train de se créer, mais c'est pas pour autant que je vais la peupler dès maintenant. Je peux la créer, la mettre flambant neuve, mais n'y mettre personne dedans, par exemple. C'est pas je suis pas pressé pour ça. Ouais, t'es pas pressé, quoi. T'as le temps. Tu parles de Nevers, etc. Bon, bah, c'est la maison, hein, évidemment. Mais le maire, récemment, t'as encore donné un titre, puisque tu es ambassadeur un petit peu pour la culture un petit peu loisirs, sportifs, etc. Exactement. Sur Nevers. Ouais. Tu penses quoi de ce titre-là et comment est ton lien avec Denis Thuriot? Alors, mon lien avec le maire Denis Thuriot est très très bon. Personnellement, je l'aime beaucoup parce que ce qu'il a fait avec moi, il n'aurait pas du tout été obligé de le faire. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné du soutien, que ça soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel. Il m'envoie souvent des petits messages qui me redonnent la gouache. Il y a des moments où on n'a plus trop envie de faire quoi que ce soit. Quand on reçoit ce genre de messages, ça te redonne la gouache, tu as envie de refaire rebriller les yeux des gens. Et donc voilà, beaucoup d'admiration pour Denis Thuriot, personnel, professionnel. Je l'aime beaucoup et voilà. Et du coup, le titre d'ambassadeur, bien sûr, il faut assumer par rapport surtout à la jeunesse. Et pour moi, je n'ai rien à assumer aux autres, à part la jeunesse. Le reste, j'en ai rien à cirer. Parce que, voilà, on va dire les plus de 20 à 25 ans, leur idée est toute faite. C'est pas ce genre de personnes-là qu'on va changer, qu'on va essayer de faire découvrir. Voilà, moi, je suis vraiment focus sur la jeunesse. Et c'est eux qui m'importent. Voilà. Ok. Tu as des conseils à des personnes qui voudraient se lancer, peu importe l'âge, hein, mais dans la boxe, dans les sports de combat en général? Alors, les sports de combat en général, que ce soit en loisir ou pour soi, ou pour apprendre à se défendre, ou pour une hygiène de vie personnelle, je le souhaite et je l'espère à tout être humain qui existe sur cette planète. Ça ne peut être qu'un soin. Par contre, ce qui est de la compétition au niveau, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Ah ouais? Vraiment, c'est quelque chose de très éprouvant. Il faut avoir, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est clair, net et précis. Il faut avoir les reins bien accrochés. Il faut avoir un mental d'acier. Parce que même en ayant un mental d'acier, c'est vraiment, t'es à ça de flancher à chaque moment de ta carrière. Ouais. Vraiment, vraiment. Et c'est une globalité pour tous les boxeurs professionnels qui font de la compétition. Okay. C'est quelque chose qui touche tous les boxeurs professionnels. Et j'allais te dire, à part sûrement ceux qui sont là, qui touchent des millions et des millions, mais c'est faux. Même eux sont impactés par tout ça. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Donc imagine ceux qui ne touchent pas des millions. Ouais. Imagine ceux qui doivent cravacher pour aller au bout de leur truc, qui doivent aller au bout de leur projet au niveau boxe professionnel, au niveau combat. C'est un truc que je n'espère à personne. À part celui qui sait qu'il a les reins solides, qui a les nerfs bien accrochés, qui est prêt à souffrir, qui est prêt à avoir énormément de déceptions et qui sera prêt à se relever de tout ça. Voilà. Celui qui est prêt à faire tout ça, il est fait pour la compétition en boxe. Du coup, tu m'ouvrais à une question qui est très importante aussi parce que ça fait partie des choses qu'on doit aussi prendre en compte. Tu l'as souligné, mais la violence des coups, la violence physique, mais aussi peut-être morale aussi d'un côté. Alors la violence des coups, quand tu es boxeur, c'est vraiment le truc que tu retiens le moins parce que c'est un truc. Non, mais c'est plus. Est-ce que par exemple, tu as déjà pris un coup qui t'a fait vraiment très mal? Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé. C'était très très rare dans mes 23 combats. 23 combats, ça a été très rare. En sparring, ça a été très rare. Mais contre l'Italien, j'ai boxé en Italie, à côté à Sequales, un petit village, pas très connu. Contre le mec, il est actuellement classé 6e mondial. Ah oui, quand même. Ouais. Et il est aux portes d'un championnat du monde. Il s'appelle Etinosa Olia. Ok. Très 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 dur.
Et il m'a mis vraiment des patates qui m'ont fait réfléchir. C'est pour ça qu'au 7e round, j'ai dit j'arrête là. Parce que, ah oui, d'accord. J'ai dit c'est bon. J'aurais pu continuer, aller au 10e round, parce que j'ai une très bonne capacité à encaisser. Mais là, c'est des coups vraiment qui me faisaient voir des flashs pendant plusieurs secondes. Tu t'es dit c'est peut-être pas encore mon niveau, peut-être. Non, c'est pas que c'est pas mon niveau. C'est que non, c'est totalement mon niveau. Je pourrais, là, si aujourd'hui on me dit reboxe-le, j'irai le reboxer. Ouais. Parce que j'ai progressé déjà, j'ai pris en maturité, je suis moins inquiet au niveau des impacts, tout ça. Mais là, c'est vraiment, et puis je suis arrivé ce jour-là, j'étais pas bien, j'étais malade, j'avais de la fièvre, j'ai vomi juste avant de monter sur le ring. Et en plus, il y a eu ces impacts-là du mec qui étaient très très durs, une explosivité incroyable, et qui m'ont dit ouais, ça sert à rien. Là, je suis au 7e round, j'en prends plein la gueule pendant 7 rounds. À un moment donné, il faut arrêter de mettre l'ego en face. Il faut penser, moi j'ai des enfants, j'ai envie d'avoir toute ma tête encore à la fin de ma carrière. Dieu merci, je l'ai toute ma tête, je l'ai encore. Et c'est pas le cas de tous les boxeurs professionnels en France et dans le monde. Et j'espère finir ma carrière avec toute ma tête. Donc c'est pour ça qu'au 7e round, j'ai dit on arrête. Ouais, donc tu restes quand même lucide sur bien sûr, bien sûr. C'est important. Bien sûr, c'est important. Tu le signes, tu soulignes que tu veux garder toute ta tête jusqu'à la fin de ta carrière. Ce qui aussi amène à une question, c'est il y a beaucoup de... Tu sais, à la fin des carrières, ou même parfois même en pleine carrière, il y a tellement un coup énorme qui arrive que les gens deviennent en fauteuil, ils n'arrivent plus à bouger. Est-ce que ça, c'est des choses qui, par exemple, tu as pris en compte avant de commencer? Est-ce que c'est des choses qui te font peur? Alors, c'est pas des trucs que j'ai pris en compte avant de commencer parce que j'étais pas au courant de tout ça quand j'ai commencé. J'ai découvert ça au fur et à mesure que, ah oui, on est quand même dans un truc très dangereux. Parce qu'en amateur, c'est pas forcément très dangereux. C'est très rare que tu trouves des amateurs. Pour moi, il n'y a jamais eu d'accident en amateur ni en éducatif. Ça arrive vraiment que quand on est professionnel. Et en amateur, c'est très très bien protégé. Les arbitres font très attention. C'est des 3 rounds. Les gants sont énormes. Il y a des casques. En professionnel, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est la destruction c'est que de la destruction qui a sur le ring. Et c'est là que j'ai appris à comprendre que c'était très dangereux. Quand tu vois qu'il y a des morts, qu'il y a souvent des morts, mais ça reste quand même quelque chose de rare. Quand tu regardes le nombre, c'est comme les accidents d'avion, c'est la même chose. Oui, oui. Quand tu vois le nombre de combats qu'il y a à l'année, le nombre de boxeurs qui boxent et le nombre d'accidents, c'est minime. Ça reste vraiment minime. Si on fait les pourcentages, effectivement. Ouais, ça reste minime. Mais c'est quand même une donnée à prendre en compte. Bien sûr, c'est une donnée que j'ai dans la tête. Ouais, bien sûr. Et c'est cette donnée-là que j'avais dans la tête le jour en Italie que j'ai dit au 7e round, j'arrête. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Sinon, je continue, il n'y a aucun problème. J'aurais pu continuer jusqu'au 10e. Mais voilà, c'est ce truc-là qui m'a fait dire que j'arrête. Quand je regarde les exemples autour de nous, je regarde mon père, il a plus de 100 combats à son actif. Il va très bien. Ouais, il a 70 ans, il pète la forme. Il court, il fait tout ce qu'il y a à faire. Et tous les exemples autour de nous, j'en connais aucun qui a eu un accident ou ne serait-ce que des séquelles. Aucun. Donc ça me réconforte un peu. Ouais, bien sûr, à chaque fois que je mets un pied sur le ring. Tu te dis pas ce soir je rentre pas quoi. Si, je me le dis ça. Par contre. Je me dis j'ai des risques de pas rentrer ce soir. Ouais. Surtout quand je quitte ma famille. Quand j'embrasse mon fils, ma mère. Si, ça c'est le seul truc quand je quitte ma famille que j'ai dans la tête, c'est peut-être je ne reviendrai pas. Ouais, tu restes encore lucide dans ce truc-là. Oui, bien sûr. Et arriver sur le ring, bon voilà, je mets ça de côté, c'est pas le moment. Je pense à rien. Je pense à rien, je pense qu'avancer. Voilà, la marche arrière, elle est cassée à ce moment-là. Ok. On va arriver vers la fin du coup. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme loisir autre que la boxe? Parce que j'imagine que tu fais pas que de la boxe aussi. Ouais, non, pas du tout. Alors, loisirs, à part la boxe, ça, c'est pas des loisirs sportifs. Bien sûr, il y a tout ce qui touche les promenades, les randonnées en montagne, le vélo, tout ça, d'accord. Mais j'ai vraiment une passion, c'est les restos, mais les très bons restos, la bonne cuisine, la bonne bouffe et les voyages. C'est mon dada. Ouais, t'adores voyager. Ah, j'adore ça. Et c'est le seul truc qui me fait souffler. Vraiment, c'est le seul truc qui me fait décompresser. Et c'est le seul, même si je pars 3 jours, je peux revenir tout neuf. Donc, c'est bien ça. Ouais. Tu récupères facilement? Je récupère facilement, mais moi là où j'ai besoin de récupérer, où c'est plus important pour moi, c'est au niveau de la tête. Physique, j'en ai rien à cirer, ça suit, il y a pas de problème. Il y a la recette secrète pour que ton physique suive, c'est très facile. Okay. Par contre, dans la tête, c'est autre chose. Donc, le seul truc qui me fait souffler mentalement, c'est mes petits voyages. 3 jours à gauche, 3 jours à droite. La famille aussi, j'imagine que le fait de les revoir après un combat. Ouais, bien sûr. Le fait de les revoir avant un combat, c'est très important parce que
avant le combat, la famille, c'est peut-être pas top. Après, c'est logique, t'as qu'une envie, c'est de voir ta famille. Mais avant, t'es tellement dans une ambiance, tu sais, t'es pas bon à vivre. Hein. Quelqu'un qui t'aime pas, il peut pas rester à côté de toi avant un combat. Tu sais, t'es très désagréable. T'as pas envie de parler avec personne. Et des fois, les plus proches ne le comprennent pas. Et ils le prennent mal, en gros. Et ça, c'est un problème pour moi. Tu vois, là, les proches et la famille, avant un combat, c'est pas bon. Faut limite s'en éloigner. Ouais, j'imagine bien. Et bah, du coup, je vais te poser la toute dernière question que j'ai l'habitude de faire dans Spotlight. Si tu dois me résumer un film sans dire le nom, ce serait quoi? Te résumer un film sans dire le nom. Donc je te le résume, il ne faut pas dire le titre. Ouais. Non, faut pas le dire. Il faut que les gens essaient de le trouver. Eh ben, Baguette magique et Abracadabra. Ah oui, d'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça c'est facile à trouver, normalement. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Sofiane. Merci à toi de m'avoir invité et à très bientôt et je reste à ta disposition si tu as besoin pour... Bah avec plaisir, c'était un très grand plaisir de t'avoir. Merci. Du coup, t'as pas de combat où on peut... Ça va arriver très très vite, c'est une question de jours pour avoir une date de prochain combat. Ouais. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. Eh ben merci beaucoup. Nous avons un grand champion avec nous et puis merci beaucoup. J'espère que tu iras encore loin. Tu penses encore combien d'années dans la boxe? Si ma santé ne fait que de me suivre comme ça, j'en ai encore pour un moment parce que je fais que de progresser. Donc mon corps ne fait que de prendre en level, en niveau. Donc je me dis que pourquoi pas espérer que ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que je sente quelque chose. Mais j'espère continuer encore pendant pas mal d'années, j'espère. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. Ben, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci. Ciao tout le monde. Au revoir à tout le monde.